le marché dans le monde des bisounours. Ah, voilà, c'est parce que je me demandais pourquoi ce titre. Et on va commencer d'abord par le calendrier économique. Donc, il y a des nouveaux aujourd'hui. N'hésitez pas, les nouveaux, à poser les questions qu'il vous faut. Pardon. Il faut pas hésiter à poser des questions et à se renseigner. Donc, on va commencer ce travail des cartes. Il est fait en 3 étapes. La première étape, ça va être l'analyse du calendrier économique, donc de la semaine à venir. Après, on va faire donc la psychologie du marché et ensuite on va terminer par l'analyse technique, l'analyse graphique. Donc voilà. Donc, dans cette semaine à venir, on prend notre carnet de notes et on va se marquer toutes les statistiques importantes de la semaine pour notre petit Nasdaq. Allez, le but, c'est que tout le monde ait bien la chanson dans la tête. On se la remettra après. Pardon. Allez, c'est parti. Donc, le bloc-notes. Lundi 19 mai, on va démarrer donc à 14h30 avec une intervention de Bostic et de Williams dès 14h30. 15h45, attention, marché ouvert. On va avoir Jefferson qui va prendre la parole, le gouverneur de la Fed. Bon, c'est pas le plus puissant, mais il reste que faudra y faire attention. 16h, un indicateur avancé US. Donc, ce sera noyé dans la bougie de 16h. Ça donnera peut-être le ton pour la journée. 19h15. On aura Logan de la Fed et 19h30, on aura Kashkari. Alors, à se méfier de cette journée de lundi parce qu'on va le voir quand même, les membres de la Fed ont à peu près tous le même discours. Ils sont tous dans la ligne de conduite du chef de file. Donc, il y a au moins une des administrations américaines qui a un pilote dans l'avion, et heureusement, et les membres de l'équipage qui parlent la même langue. 14h55, Redbook vente au détail. Donc pareil, on sait que c'est pas ce qui va nous guider la journée, mais pour ceux qui veulent commencer à faire des analyses, il faut s'intéresser aux ventes au détail pour voir un petit peu comment se comporte l'économie américaine. Beaucoup de discours, donc du coup, suite à la fête d'il y a 15 jours, on va avoir Barkin à 15h, Bostic encore à 15h. Attention, Bostic, c'est un membre de la Fed qui est très 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 faucon, donc il peut faire mal au marché, il sait comment faire mal. Kugler, et voilà, ce sera tout pour mardi. Donc là on va avoir 2 petites journées, en soi 2 journées de range, sauf si on a vraiment une déclaration forte, mais ça m'étonnerait. Mercredi 21, 1h du matin, on va avoir donc le discours de Dali, qui a déjà parlé cette semaine, et on va voir que c'était assez intéressant ce qu'il a pu dire cette semaine déjà. 13h, le taux hypothécaire 30 ans comme d'habitude, on le surveille aussi pour voir l'évolution des taux directeurs. Et 18h, Barkin. Et en attendant, on n'aura rien. Donc 18h Barkin et 19h. Alors là, ça va être une bougie qui va être un peu forte. Donc faites très attention pour ceux qui seront sur le marché. Je sais là que dans ce travail des cartes, il y a des gens qui ont tendance à être là à 19h. Faites très attention. 19h, l'adjudication d'obligations à 20 ans. Donc là, ça va être, ça va pouvoir faire une bougie assez forte. Parce qu'il n'y aura pas de grand volume. Et donc là, celle-ci, elle sera vraiment dangereuse. Ceux qui y seront,
Jeudi 22 mai, comme d'habitude, 14h30, les inscriptions au chômage, l'inactivité nationale de la Fed, les inscriptions au chômage ici. Les PMI manufacturiers à 15h45, PMI manufacturier, on sait que c'est pas la plus grosse importance parce que l'économie américaine est une économie de services, bien sûr, mais reste que on a cette peur de récession qui reste quand même encore un peu présente. Donc, il faut que les PMI sortent au-dessus de 50, ce sera important. On va avoir aussi à 15h45, donc du coup, des PMI services. Et ça va être la stat de la semaine, jeudi 15h45. Donc, ça va nous dicter la journée de jeudi. Donc, vraiment ne pas se précipiter. Marquez-vous-le en gras. PMI des services, c'est vraiment ça qui va dicter la journée de jeudi. Très, très, très important. Il ne faudra surtout pas être en position à ce moment-là. 18h, on va avoir le TIPS 10 ans, mais qui pourra pas inverser la tendance du jour face au PMI service. Et voilà. Et vendredi, normalement, il n'y a rien, il me semble. Vente de logement. Voilà, discours de Cook à 18h, donc d'ici 18h, normalement. Donc, sûrement que vendredi, on restera dans la tendance du PMI de la veille, parce que c'est vraiment la stat de la semaine. Il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent comme réelle statistique pour le marché sur cette semaine. Donc, ce n'est pas une grosse semaine pour le marché. Il ne devrait pas quitter une zone. Donc voilà. Je crois que c'est la semaine d'après où on aura une grosse stat. C'est ça. Donc voilà. Voilà pour la semaine. C'est pas une grosse semaine en termes de chiffres, en termes de dossiers, on va dire, de choses à surveiller ou de craintes de position à avoir. Il faudra vraiment faire attention. Donc surtout jeudi 22 mai 15h45, les PMI services, très très attention à ça. Et lundi, dans la bougie de 16h, on aura les indicateurs US. Et pour ceux qui, en ce moment, tradent qui tradent un peu plus tard dans la journée, 19h, l'adjudication 20 ans, vraiment à 19h, ne soyez pas en position. Je vous le déconseille fortement. OK. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? La bougie de mercredi, dangereuse, pourquoi? La bougie de mercredi à 19h, c'est parce que c'est l'adjudication 20 ans. Donc, c'est l'endettement de l'Amérique, en gros, sur 20 ans. Donc, le taux et la rapidité à laquelle va être saisie la dette américaine va être importante et va pouvoir, on le voit, les taux d'emprunt sont très importants et pèsent sur le marché. Et donc, en fait, ça va avoir un effet à l'instant T sur le marché quand elle va sortir pour pas... ça ne fera pas perdre 1000 points au marché, ça ne va pas donner une tendance de fond derrière, mais il ne faut pas être en position à ce moment-là pour pas prendre une bougie de 50 ou 75 points et se faire bouffer juste sur une publication. Voilà. C'est parce que donc pourquoi il y a un enjeu sur les taux hypothécaires, par exemple, et sur les adjudications surtout, comme sur le TIPS, par exemple, 10 ans, qui est aussi une adjudication du bon du Trésor. Pourquoi pas sur les 8 semaines et 4 semaines? C'est parce que le délai est trop court.
Donc 4 semaines, 8 semaines, ça n'inquiète pas le marché. On sait très bien que c'est des taux qui sont relativement dans la tranche, pleinement dans la tranche, vous voyez, de la Fed. Il ne peut pas y avoir de surprise là-dessus. Donc c'est vraiment purement dans la tranche de la Fed ici, des taux directeurs de la Fed. Par contre, si on va sur du plus long terme, ça inquiète le marché pour savoir, parce qu'en gros, si je te dis, Dominique, demain, tu as le choix, soit tu prêtes de l'argent à l'État américain et il va être rémunéré, par exemple, je dis n'importe quoi, imaginons, comme il est actuellement sur le 10 ans américain, 4,60% par an, donc à 4,60% par an pendant 10 ans, ils vont te payer. Est-ce que tu as plus confiance de placer cet argent, de le donner au gouvernement américain, ou est-ce que tu peux acheter, avec ton portefeuille, ton argent, tu vas acheter des actions? Il y a un côté sécuritaire dans le rendement du gouvernement américain qui fera que tu auras plus envie de donner de l'argent à l'Amérique que d'acheter des actions. Ou du moins, il faudrait que les actions te génèrent du 30%, par exemple, au lieu de 4%, pour que ça te donne envie. Donc voilà, donc forcément, l'impact qu'il peut y avoir sur le marché action, c'est que si le taux auquel l'administration américaine s'endette est trop élevé, ben, ça fait baisser les actions, puisque du coup, il y a des gens qui préfèrent vendre leurs actions pour prêter à l'Amérique au lieu d'être détenteurs d'actions. Voilà. Donc, allez, on va passer à la psychologie du marché. Donc, ben oui, je vous ai mis ce titre-là sur les bisounours. Pourquoi? Parce que le marché, on le voit, le marché, on le voit, il est complètement dans un monde formidable, un monde où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est content, c'est merveilleux. J'aimerais que ça soit aussi merveilleux, honnêtement, à mes yeux, ou dans les statistiques réelles, mais je pense qu'il y a quand même une certaine forme d'emballement. On va regarder ça, on va dégrossir ça. Je ne veux pas alors paraître, pour ceux qui sont nouveaux, sachez que je ne suis pas du tout le type de trader, on va dire vendeur. Je suis que à l'achat, d'accord? Donc je suis acheteur, je contribue fortement, à ce que le marché soit dans ce monde des bisounours. Je l'assume pleinement. Je ne suis pas du tout à prédire la fin du monde. Je ne suis pas du tout shorter. Mais il faut quand même aussi faire des constats. Et le constat actuel, c'est que quand même le marché est un peu dans un champ de pâquerettes. Il est là, tout va bien, en fait, tout est merveilleux. Donc voilà, c'est génial. Si on regarde le graphique, voilà, je vais vous mettre le graphique vite fait en 1 heure, avant toute chose, donc sans faire une analyse graphique, mais voilà, le plus haut de tous les temps, il est là, il est à portée de main, il est à 22 450, le plus haut de tous les temps. Et ce plus haut de tous les temps de décembre 2024, on est à 5% de ce plus haut de tous les temps. Voilà. Donc, décembre 2024, 5%, on a eu une grosse chute depuis. On a tout rattrapé. On a rattrapé du coup 95% de la chute. Regardez. Donc, c'est-à-dire que depuis février, on s'est mis à baisser. Donc, on a mis 2 mois pour baisser de 22 200 à 16 000 et quelques, là, 16 500 ou 16 400. On a mis 2 mois pleins à baisser. Et là, en 1 mois de temps, on est revenu, regardez, donc le 13 mai exactement, on est revenu là vers les 21 500. Donc on a récupéré 95% de la baisse en seulement 1 mois de temps, alors qu'on avait mis 2 mois entiers à prendre cette baisse. 2 mois où, quand même, il faut conclure, bravo quand même, je vais finir par le dire, c'est le génie de Trump. C'est le génie de Trump qui nous amène là, et c'est là où il faut reconnaître que dans sa peut-être démence, peut-être, je ne sais pas comment le qualifier, en tout cas son comportement, sans faire de politique, on peut lui dire un grand bravo. Parce que à force de communiquer sur des taux de droits de douane toujours plus farfelus les uns que les autres,
ben on s'y perd. On s'y perd et donc le marché, on était parti sur des droits de douane à 140, on est monté jusqu'à 145% envers la Chine, hein, donc c'était quand même quelque chose. On prévoit aussi 25% de droits de douane sur l'Europe. Ça, c'est ce qui avait été communiqué. Et donc, grâce à tous ces effets de communication, de trash talking, de bashing envers le reste du monde, ben finalement, quand eux, ils décident de faire une désescalade et de se rencontrer avec l'administration chinoise, ça fait faire un magnifique V-bottom, hein, ici sur les actions, ici sur les qu'on revoit ici, qu'on avait déjà eu, et donc on a un V-bottom, c'est vraiment tac, boum, voilà, on n'a pas de phase, vous voyez, on fait pas ça en fait, hein, on fait pas des escaliers comme ça, il n'y a pas de marche comme ici ou comme ici, non, on fait bam, et là d'un seul coup, bam, voilà, on a récupéré 95% de la perte d'un seul coup. Bon, ben c'est génial pour le marché. Pourquoi? Parce qu'on se dit que ben, c'est grâce aux accords, voilà, grâce aux accords entre la Chine et l'Amérique. Bon, ok, mais quels accords? De quel accord on parle? Parce qu'en fait, l'accord qu'ils ont passé, c'est qu'ils désescaladaient la guerre commerciale, en fait. C'est-à-dire que l'accord qui a été, la communication qui a été faite, c'est que les deux administrations acceptent de désescalader le conflit, la guerre commerciale. Donc, ils n'ont rien signé, il n'y a pas de papier qui a été signé. Un accord, ça porte bien son nom, c'est-à-dire on a pris une feuille, chacun a signé en bas de la page, non? Normalement, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais. Donc là, du coup, ils ont juste décidé que finalement, en attendant de signer un accord, on n'aurait plus que 30% de droits de douane sur la Chine. Voilà. Seulement 30%. Bon, ben, donc c'est magnifique, le marché repart en pleine bourre, pleine tête là, complètement à la hausse, hein, on l'a vu, et il regagne tout ça. Donc là c'était le samedi, donc samedi ils ont décidé ça, et lundi ici, voilà, la magnifique ouverture, hein, 20 150, boum, directement 20 500, et derrière communication de Trump, ça va être le plus beau deal jamais signé, magnifique, nanani, nanana, et on casse même les 21 000. Et derrière, on va le voir aussi, ce qui nous a permis d'aller chercher encore plus haut. Bon, ok, super. Est-ce que vous avez idée de combien c'était les droits de douane sur la Chine avant? Je pense que c'était 35-40. Je sais pas. Oui, non, 140%, Lucas, c'était ce qui était prévu. Hein, prévu avant qu'ils reviennent à 30%. Mais si on prend ce plus haut là, si on prend ce plus haut ici là de 22 450 qui était le 16 décembre 2024, qui était il n'y a pas si longtemps finalement, il y a 6 mois en arrière, hein, est-ce que là vous savez à combien on était de droits de douane sur les produits chinois? Voilà, est-ce que vous avez idée là, le 16 décembre 2024, c'était quoi? 15, non? Non, c'était plus faible 40. Que 15. Ah ouais, moins que 15. Oh, bravo. Ouais. C'était entre 3 et 5%. D'accord. D'accord? Donc là, en fait, on a juste... C'est là où il est fort, Trump. C'est qu'en fait, l'effet Trump, c'est qu'on a, on a tellement parlé de taux délirants que maintenant, 30%, ça semble peu. Bon, c'est juste 10 fois plus qu'avant, quoi, en fait. Hein, mais 10 fois plus qu'il y a 6 mois, mais tout va bien. Honnêtement, c'est génial. L'économie américaine, elle est au top du top. On revient sur les plus hauts d'il y a 6 mois. Tellement c'est génial. Hein, on parle de produits européens, pareil, qui sont taxés entre 3 et 5%. Bon, là, c'est génial parce que Scott Benson, qui maintenant devient celui qui va s'en occuper. Hein, c'est plus Trump. Trump, il a passé la main. Il a dit, c'est mon secrétaire du Trésor qui sera mieux dire que moi combien il faut appliquer de taux. Donc maintenant, les Européens, ils auront peut-être 17%, entre 15 et 18%, on verra. Voilà, au lieu des 25 qui avaient été annoncés. Et c'est génial, c'est formidable. On va avoir 3 fois plus qu'avant, entre 3 et 5 fois plus qu'avant. Et tout le monde est heureux.
Voilà. Le marché, il est heureux, il est à 21 500, à 5% du plus haut de tous les temps, un peu moins même de 5%, à 4,5% du plus haut de tous les temps, comme si de rien n'était en fait. Parce que c'est vrai que entre 3 et 5 fois plus de droits de douane qu'avant, ça ralentit pas l'économie, ça. Je veux dire, c'est rien. Si demain, on se met tous à payer entre 3 et 5% les produits plus chers, on va continuer à consommer de la même façon. Ça, on ne va pas ralentir notre consommation. Donc voilà. Donc là, c'est pour ça que je trouve que le marché, il est quand même vraiment dans le monde des bisounours, parce que, ok, 30%, c'est quand on le compare à 140%, ben c'est d'un coup un deal qui n'a rien à voir. Ok. Mais quand on compare 30% à 3%, c'est aussi un deal qui n'a rien à voir. Donc pourquoi est-ce qu'on a une justification pour que les actions se retournent comme ça et reviennent sur un PE, sur un rendement de bénéfice qui soit à plus de 20 fois les bénéfices. Là, même, on est plus haut, là, même, hein, parce que là, regardez, c'était le 19 mars, ça, hein, donc là, maintenant, on est revenu ici, là, on est revenu au contact là, des 22 fois les bénéfices sur le SP 500, sur les 500 plus grosses valeurs américaines technologiques. Hein, et si on prend le Nasdaq, c'est pire. C'est-à-dire que le Nasdaq, on était ici, on était au maximum, on est monté jusqu'à 41,60%. Là, vous allez le voir si je zoome. Voilà, on est le plus haut qu'on ait eu de tous les temps, c'est 41,60%. OK. Et là, on est déjà à 38%. Alors, on est à 38 fois, pardon, pas 38%, mais 38 fois les bénéfices. On achète actuellement 38 fois les bénéfices sur les 100 plus grosses entreprises technologiques américaines d'un secteur directement touché par la guerre commerciale chinoise, alors qu'on passe à 10 fois plus de taxes. Oui, mais Maxime, est-ce que justement ces droits de douane, la difficulté était quand même de les appliquer aux entreprises de services? Est-ce que justement le fait que les États-Unis soient une entreprise de service, c'est plus difficile d'appliquer des droits de douane à un service qu'à une pièce automobile qui passe d'un pays à l'autre? Est-ce que ce n'est pas aussi une partie d'explication? Alors, ça peut être une partie de l'explication, mais quel va être l'impact sur ces entreprises de services? Comment elles vont faire le consommateur si lui il continue de payer tous ces produits-là plus chers? Il va bien falloir qu'il rogne quelque part. Ou alors on considère qu'il y a un changement un petit peu, moi ça me rappelle quand même un petit peu cet esprit de bulle Internet, où quelque part, dès qu'on mettait le mot Internet dans que tu as dû connaître, et dès qu'on mettait le mot Internet dans une société, boum, elle prenait des pourcentages, parce que Internet c'était révolutionnaire, ça allait tout détruire. Bon, ben ok, alors maintenant ils mettent le mot IA et ils flambent en bourse. Mais derrière, qu'est-ce que vraiment déjà, on sait qu'il va y avoir de la casse, mais en plus de ça, quel va être l'impact sur ces sociétés? On a quand même des sociétés qui ont publié leurs résultats il y a pas si longtemps et qui n'ont dit qu'elles ne publiaient pas de guidance pour les mois à venir parce qu'elles pilotaient dans le brouillard. Ouais, donc une action comme Tesla, puisque comme on parle de ça, je n'avais pas vraiment prévu de la montrer, mais tiens, on va quand même la chercher. Alors attends, parce que du coup, hop, Chrome. Voilà, si je prends une action comme Tesla, que j'avais dit à certains qu'on pouvait acheter, quoi, qu'on pouvait regarder. Si on prend sur 6 mois, regardez le buy the dip qui est énorme qu'il y a eu, c'est-à-dire que là, au mois d'avril, on est à 220, 222 au mois de mars. Bon, au mois de décembre, on était quand même particulièrement haut. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il allait être dans l'administration de Trump. Regardez tout ce qu'on a récupéré. C'est-à-dire que là, on est déjà à 347. Finalement, depuis 6 mois, elle a progressé de 3,32%. Parce que si on l'a acheté en novembre 2024, on est revenu flat. Est-ce que la production de Tesla, avec regardez quand même un bénéfice, un BPA, un bénéfice par action manqué de 35%, hein, des chiffres publiés plutôt mauvais lors de leur dernière publication de résultats,
ait un impact direct sur leur production, puisque quand même, oui, il y a des pièces qui sont en Chine de leur part. Est-ce que c'est logique de revenir? Alors après, le marché a toujours raison. Hein, la logique, moi, je suis personne pour la donner. Je dis pas que voilà, le marché a toujours raison, mais prudence. Pour moi, prudence quand même. Hein, j'ai peur que ça tienne pas. Honnêtement, j'ai peur que ça tienne pas. On va le voir un petit peu, on va gratter un petit peu dans l'idée. Donc, si on est, vous voyez, si vous regardez un petit peu ici, si on prend même, je vais mettre le, parce que là, septembre, ouais, non, là on est qu'en 2024. Donc, je vais vous mettre même le Nasdaq en ratio comme ça. Je sais pas quel j'avais pris celui-là, je pense. Non. Hop. Il est mieux celui-là, voilà. Regardez, ça c'est le Nasdaq. Si on prend, allez, sur les 10 dernières années, on va prendre. Voilà. Là, si je prends les 10 dernières années, ou même les 20 dernières années, voilà, on va faire comme ça. On regarde sur quel seuil on est venu. Donc ici, on a, voyez par ici, on a le Trump 1, première guerre commerciale entre Trump et la Chine lors de son premier mandat. Les actions, on les paye 24 fois les bénéfices, on revient à 13 fois les bénéfices, là à peu près. D'accord? Un peu plus, ok? Sur le Nasdaq, 15 et quelques. On revient ici, regardez ici, période là, février 2020, Covid, boum, forcément, Covid, quand même, une situation de Covid, c'est un effet unique, jamais vu dans le monde. Hein. On revient à 17,44. On revient là, ou à 17 fois les bénéfices. On va arrondir un petit peu. OK, 17 fois les bénéfices. Donc, on revient quand même proche de cet effet de guerre commerciale que l'on avait eu avec le premier Trump. Le marché remonte suite période Covid, ok. Donc parce que quand même, il faut se dire que le Covid a été ultra favorable au Nasdaq puisque c'est mise en place du télétravail, mise en place des Zooms, redécouverte en fait de l'informatique pour le plus grand nombre hein, et de l'outil informatique, d'accord. Donc flambée de toutes ces sociétés. Ici, problème d'inflation. Le marché revient à 21 fois les bénéfices. Donc, quelque part, on a une cohérence. On était descendu ici à 15,74. On revient à 17 et quelques. Donc, on a, vous voyez, plutôt ici 2 points, on va dire, d'achat sur les bénéfices. Crise d'inflationniste et surtout montée des taux qui font que il y a une angoisse qui se crée un petit peu sur les sociétés du secteur technologique, puisque c'est des sociétés qui ont besoin de recherche et développement, qui s'endettent énormément, et donc peur de structure, peur qu'on puisse avoir un effet qui fasse que ces sociétés soient surendettées et recréer une bulle économique un peu à la subprime. On descend à 18, presque 19 fois les bénéfices, donc on est pareil à 2 points près de celui d'après. Et là, on a une guerre commerciale comme jamais vue avec Trump. Pourquoi on ne revient pas vers 22 ou même là 20, 21 fois les bénéfices avant de repartir en V-bottom comme ça? C'est même pas en structuré, c'est-à-dire qu'on ne remonte pas ici. Vous voyez là, dès qu'on a touché le bas, boum, on est remonté fort. Ici, dès qu'on a touché, boum, on est remonté fort. Pareil ici, sans faire de palier. Là, nous, c'est la même chose. On remonte en ligne droite sans faire de palier à 30 fois les bénéfices. Donc, dans le contexte actuel, on a une Fed qui passe son temps à nous dire qu'elle est dans le brouillard, mais le marché, lui, il n'est pas dans le brouillard. Quoi. Le marché, pour lui, il n'y a pas vraiment de brouillard. Tout va bien. Bon, ok. En fait, on revient quasiment aussi cher maintenant que quand on était dans une période où la Fed injectait de l'argent en plus de ça.
Parce que moi, je veux bien les fameux, parce que c'est une tendance, le buy the dip, ça a été la mode là, avec le Bitcoin et tout ça. On part sur l'idée, oui, il faut acheter les points bas, parce que finalement, tu es toujours gagnant. Si tu achètes tout le temps, tu es toujours gagnant. Ben oui, c'est pour ça, je vous le dis tout le temps, le marché il est structurellement haussier, ne vous faites pas chier à vendre, vous achetez, vous attendez, ça montera. Ok, ça, d'accord. Mais est-ce qu'à un moment donné, s'il retrace si vite le peu de ventes qu'il fait, est-ce que vraiment on est dans un marché où est-ce qu'on peut on peut se demander si c'est vraiment la smart money qui se passe là-dedans, ou est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a beaucoup plus de traders, de traders retail qu'avant, et donc il y a un effet peut-être aussi, parce que moi je trouve, je ne sais pas ce que vous allez, vous aussi, pour ceux qui étaient là depuis plus longtemps, ressentir, je trouve qu'on a vachement moins de volume qu'avant, hein. Les après-midi, hein, on a beaucoup moins de volume que la dernière, par exemple, hein. Donc sur la même période au mois de mai. Est-ce que tu appelles volume? C'est vrai. Ça Du commence volume. 10 minutes et après c'est fini. Le volume d'échange, le volume, le nombre de contrats, le nombre de transactions qui sont faites par jour. On a beaucoup moins de nombre de transactions qui sont faites par jour, hein. Le premier quart d'heure et c'est tout. Après c'est fini. Donc, ça peut vouloir dire que c'est aussi du trader retail. Et le trader retail, on sait qu'il va s'essouffler beaucoup plus vite et surtout qu'il sera moins puissant. Donc, moi, j'ai quand même des réserves sur ces montées-là. J'ai une autre réserve, c'est que quand même la Fed continue à ne pas baisser ses taux. On est dans un contexte quand même où là, on est en train de payer presque 40 fois les bénéfices. Excusez-moi, mais on était sur les graphiques que je vous montrais à 17 fois les bénéfices en 2020 ou 15 fois les bénéfices en 2018, avec des taux directeurs en 2018 négatifs, hein, à des moments, hein. On était à du 1% des fois, hein, entre 0 et 2% de la part de la Fed. On est à 4,5%, on est 2 fois plus élevé. Et on est avec une Fed qui réduit son bilan, c'est-à-dire une Fed qui ne réinjecte pas d'argent dans le marché, qui ne soutient pas ce marché-là. D'accord ? Elle l'achète pas là. Donc c'est vraiment une exposition pleine. Et une Fed qui ne communique pas en disant que par contre elle a une vue court terme où elle va pouvoir se projeter de baisser les taux. On a eu un membre de la Fed qui est quand même un membre en plus très connu pour être Colombe, donc Daly, qui reparle dans la semaine. Il est très connu pour être Colombe. Donc Colombe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est favorable à une baisse de taux rapide, plus rapide, et donc pour doper en partie l'économie. Ce membre de la Fed, Daly, nous a quand même juste dit, parce que donc ça c'est pour la première étape pour le lundi, où on a le marché qui monte le lundi sur même pas d'accord signé, juste sur une communication qu'on réduit la guerre, quoi. Voilà, on se calme. Voilà, on se calme, donc ça monte. OK. Et deuxième, c'est quoi? C'est la publication du CPI, la publication de l'inflation américaine, le CPI qui n'est pas la valeur préférée de la Fed, puisque c'est le PCE Core, la valeur préférée de la Fed. Le CPI, c'est une composante du PCE. Donc ça laisse penser que si le CPI est plus faible, on va avoir un PCE qui sera plus faible. D'accord ? Mais ce n'est pas acté non plus. Et cet effet-là nous donne quoi? Nous donne que le marché, il explose complètement ici, voilà, parce qu'on a eu cette publication de bons chiffres sur l'inflation. Où tu as ce graphique avec les annonces, tu peux demander à l'oral, hein, Nico, si tu... ce graphique avec les annonces, ça là, moi, ce graphique-là, là, c'est Pro Real Time. Ça, c'est un logiciel payant, hein, donc ça. Okay. Ouais, là on voit les petits, oui, quand tu Pro Real Time ici. Pro Real Time, en temps réel. Pour avoir ça, tu payes dans les 200 € par mois à peu près. Tu sais, tu m'en as parlé que tu pensais l'avoir avec potentiellement avec Boursorama. Donc, on a quand même on a quand même cet effet-là qui pousse vers le haut.
parce qu'on a un CPI qui sort, qui ne nous montre pas d'inflation. Donc forcément, si ça ne montre pas d'inflation, tout le monde se dit « Ah ben génial, en fait, les droits de douane n'ont pas créé d'inflation ». Derrière, on a Dali qui prend la parole, membre de la Fed, et qui dit, je tiens, en gros, dans les lignes, il dit qu'il tient à rappeler que le CPI qui est sorti est basé sur les chiffres d'avril, mais qu'en termes de timing, ce n'est pas sur les données de ce chiffre-là que l'on doit se baser pour pouvoir savoir les effets de la politique commerciale de Trump, quel impact elles vont avoir. C'est à la fin du mois qu'on doit se baser dessus, parce que c'est à la fin du mois qu'on saura l'impact des droits de douane qui ont pu être appliqués au moment, puisque c'était le 9 avril que Trump a commencé le Liberation Day, hein, comme il disait, le jour de la libération américaine, c'était le 9 avril. Donc comment le 11 mai, on pouvait savoir l'impact d'inflation de quelque chose qui avait été mis en place le 9? Impossible. Impossible. Donc du coup, ce sera fin du mois qu'on saura l'impact. Parce que c'est maintenant là qu'on va pouvoir comparer les prix, des prix qui sont allés du 9 avril au 9 mai, par exemple, pour les avoir en fin juin. Okay, fin mai, pardon, début juin. Donc, en fait, il nous a bien précisé, alors que je le répète, c'est un membre de la Fed qui est ultra colombe, quoi. C'est un membre de la Fed qui pousse pour que la Fed, elle baisse ses taux. Et lui, il va dans le sens de tonton Powell. Il va dans le sens de Powell, et en gros, il nous dit quoi? Pour résumer, il nous dit, comme tonton Powell, il nous dit que la Fed, elle est dans le brouillard. Elle ne peut pas prendre de décision sur la politique monétaire parce qu'elle n'a pas encore les chiffres des effets des politiques commerciales. Et c'est que là qu'on pourra décider. Donc je vous rappelle, excusez du peu, que les Européens qui exportent à aujourd'hui, le 18 mai, vers les États-Unis d'Amérique, payent actuellement 10% de droits de douane. Hein, puisque tout le monde est à 10%, puisqu'il a repoussé pour 90 jours, sauf pour la Chine. D'accord? Donc, on payait entre 3 et 5, on est à 10. On est à 2 fois plus. Quel va être l'impact? On ne peut pas le savoir. C'est là, bientôt, qu'on va le savoir, mais pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Et on a, dans le même sens, quelque chose qui est quand même passé pour moi un petit peu comme ça, comme si c'était pas grand-chose, une action qui s'est faite un peu secouer, un peu chahutée, on va dire, hein, sur les marchés. On a eu le directeur financier de Walmart, hein, Walmart qui est quand même le directeur financier, c'est quand même le second du groupe, quoi. C'est pas un pimpin, quoi. Je veux dire, il sait de quoi il parle quand il parle du groupe Walmart. On a donc le directeur financier qui, lui, a annoncé que on avait que c'est d'ici alors il nous dit dès la fin de ce mois-ci, ils vont répercuter les hausses de prix dues aux taxes. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il nous a dit dès ce mois-ci. Donc, vous voyez ici, là, ça fait la publication, donc il y a 3 jours. Walmart met en garde contre l'impact des droits de douane. Donc, non seulement il met en garde, mais surtout, il dit que dès la fin de ce mois-ci, ils vont pouvoir répercuter la hausse des prix dues aux taxes. Walmart, c'est juste la 10e plus grosse boîte du S&P 500. Ça veut dire que c'est l'une en gros, des 20 plus grosses boîtes américaines. D'accord? C'est une des 10 plus grosses boîtes du secteur un peu technologique large, parce que le S&P 500, c'est un peu plus large que le Nasdaq. Donc, si c'est le 10e sur 500, c'est pas n'importe qui. C'est une des 20 plus grosses boîtes américaines. Et lui, il nous dit que c'est la première fois qu'il remarque une telle dilution si puissante de l'inflation dans leurs chiffres. D'accord? Il nous dit que c'est la première fois. Le gars a juste connu l'après-Covid. Donc, il connaît l'après-Covid. Il a vu après-Covid avec les guerres, etc., le flamber tous les cours, toutes les inflations. Et il nous dit qu'ils vont pouvoir impacter la hausse des prix à la fin du mois
et que c'est la première fois qu'ils voient une dilution aussi rapide de l'inflation dans les prix. Parce que ça touche un peu tout, forcément. Alors, il conclut qu'il ne peut pas avoir de guidance, de prévision de résultats, de projection de résultats. Et donc, ils se sont fait saquer en bourse. Là, vous voyez, bam, 97 $. Ils ont perdu. Après, ils ont fait un beau V-bottom parce que il y a eu publication des chiffres qui font que. Mais ils ont quand même été un peu secoués, on va dire, vite fait, pendant une journée. Alors, comme si un petit peu le problème, il n'était pas américain, le problème, il était Walmart. Alors là où le marché, il peut avoir raison, et pourquoi ce marché, il peut aller chercher un coin positif, et pourquoi il peut se dire, bah ok, c'est Walmart le problème quelque part, c'est que Walmart propose, enfin je ne sais pas si vous connaissez Walmart, mais c'est un peu... ouais, comme Auchan, mais plus. C'est-à-dire qu'eux, ils proposent de tout, quoi. Tu vois, tu peux vraiment tout acheter chez Walmart. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas acheter. Donc, c'est le plus de Auchan ou Carrefour. C'est vraiment le gros. Et donc, c'est le Walmart, ça va être Auchan, Leroy Merlin mélangé. Tu vois, tu peux tout acheter. Boulanger, tu peux tout trouver chez Walmart. Donc, du coup, ils sont de ce fait exposés et des grosses quantités surtout, effectivement, en gros lot, mais ça, c'est les Américains qui aiment acheter du gros. Ils sont forcément, du coup, exposés aux produits chinois. Parce que si, comme tu dis, Auchan va vendre du produit, oui, du produit cheap, mais va vendre aussi autre chose. Mais eux, forcément, ils ont une gamme de produits qui arrivent de partout dans le monde parce que les attrapent les trucs un petit peu en lot à la con pour, je sais pas, quand tu fais cuire des trucs dans ta poêle, machin, ce qui est un peu inutile, en fait, dans le fond, est fabriqué pour pas cher et que comme ça coûte que tout à 1 € ou tout à 2 € et tu en achètes mais tu l'utiliseras jamais, ça, c'est un peu eux forcément, ils en distribuent beaucoup. Donc, ils vont pouvoir diluer cette inflation dans ces prix et là, on verra un petit peu ce qui se passe. On va avoir la réponse, voilà, on va avoir la réponse d'ici fin de mois, c'est là où on le verra. Donc, c'est pour ça que je vous montrais, on va finir là-dessus pour cette partie-là. On regarde donc cette semaine, rien à se mettre sous la dent. On devrait juste attendre finalement la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va avoir une semaine cruciale parce que on va avoir finalement ce PCE qui va sortir jeudi prochain avec non, ça c'est cette semaine, pardon. Donc jeudi prochain, on va avoir le PCE, et ce PCE qui va sortir jeudi prochain va pouvoir, ça c'est la mesure préférée de la Fed, si elle sort baissière, on anticipe un petit peu déjà le travail de la semaine prochaine, mais si elle sort baissière, on sait très bien que le marché il va revenir sur le son plus haut de tous les temps, clairement, et si elle sort par contre haussière, plus qu'attendu, attention à l'effet un peu panique. En fait, c'est juste ça, c'est pour ça que j'anticipe un peu, attention à l'effet panique. Parce qu'on va avoir quand même le jeudi ici le PCE et le PIB trimestriel confirmé, qui doit être un peu révisé. Si on a un cumul de mauvais PIB et d'inflation, là, on va retrouver le risque de récession. Et là, par contre, je sais, pour connaître le marché, que les institutions, la smart money va rentrer en place. Et souvenez-vous, la smart money ne peut vendre que des actions qu'elle a. Elle ne peut pas short-cutter le marché. Elle ne peut pas vendre à découvert le marché. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les retail traders qui auront appuyé sur le bouton pour faire remonter la machine, ils vont être très utiles à la smart money pour pouvoir liquider sur des seuils qui étaient élevés. Et ils n'auront pas de mal parce que dites-vous que quand le marché il a baissé comme ça de 20%, eux, ils n'ont pas liquidé. Si je te dis n'importe quoi, tu as du Apple en portefeuille, ça ne veut pas dire que tu es passé de X millions d'Apple à 0. Non, ça veut dire que tu en as liquidé une partie. Donc, quand ça va revenir là, il risque d'y avoir une seconde vague de liquidation. Et là, par contre, quand eux, ils vont liquider, eux, ils ne vont pas liquider 4 contrats. Ils vont liquider du gros contrat.
et on peut avoir du coup d'un seul coup un retracement, sans dire qu'on revienne forcément sur les plus bas là, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais je trouve que ce serait cohérent qu'on revienne plus tôt, vous voyez, vers ici, là, hein, vers les 19 000, 20 000 points, 19 976, voire 700, parce que finalement, on aurait retracé plutôt 50% de la perte que on resterait dans les 57, allez, maxi 60% de la perte. Et donc, là, ce serait cohérent. Hein. Surtout que, regardez, ça avait été une zone sur laquelle on est resté un moment avant d'exploser vers le haut l'année dernière, puisqu'on y était resté plus longtemps. Donc, il semblerait cohérent quand même qu'on revienne un petit peu sur cette zone-là. Ça ferait aussi dégonfler le ratio bénéfice par action, parce que, oui, forcément, le temps passant, les bénéfices étant publiés, permettrait un petit peu d'accumuler et de baisser ce rendement bénéfice par action anticipé, hein, qui est pas bon, quoi, qui pour l'instant envoie des signaux de bulle plutôt que des signaux de cohérence, d'action en devenir qui sont achetés en amont parce qu'on sait que c'est les futurs leaders. Voilà. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au travail sur le graphe? Non. Non, c'est clair. Pour moi, ça va. Allez. Donc, ce qu'on va attendre cette semaine, finalement, ça va être une semaine dangereuse. Pourquoi ça va être une semaine plus dangereuse que certaines? C'est que cette semaine qui arrive, il n'y a pas vraiment de stats, sauf le PMI service, mais il arrive en fin de semaine finalement, hein, le jeudi là, et donc jusqu'à jeudi, on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc, ce que je pense, c'est que le marché, soit il va continuer un petit peu à être porté par deux, trois tweets de notre collègue, soit il va continuer un peu aussi à être porté par les retails du fameux Buy the Dip qui croit que voilà, qu'on peut repartir. Ce qu'on peut se rendre compte quand même, et ce que je trouve assez marquant, clair, c'est que regardez, en 30 minutes, et peut-être c'est encore plus marquant, je vais vous le montrer en 15 et après en 5 et après en 3 même, hein, c'est que chaque fois qu'on arrive quand même sur une zone qui est une zone extrêmement clé, qui est les 21 500, ici, on voit bien que chaque fois qu'on les touche, on voit bien que chaque fois qu'on les touche, c'est vraiment le point où dès qu'on le touche, boum, on rend assez fort, boum, on rend assez fort, et boum, on rend assez fort. Donc du coup, même si on le touche là, pile à 22h, vous voyez, pile, et ben après, pouf, en 1 heure, post-market, on s'effondre, quoi. Pourquoi? Parce que finalement, on n'arrive pas à casser 21 500, c'est trop puissant pour le casser, sans news vraiment positive, sans discours, sans potentiellement un petit discours de membre de Fed qui dirait que lui, il pense qu'on peut intervenir, que ça y est, que la Fed y voit déjà un peu plus clair, etc. Hein, sans vraiment un discours comme ça, je ne vois pas pourquoi on pourrait venir casser cette zone. Si on regarde le CME, le CME, c'est la projection des personnes du marché. Hein, il ne m'interviewe pas à moi, mais il faudrait que j'achète une place au CME. Mais la projection sur les taux, on voit bien que pour la prochaine réunion, c'est toujours kiff-kiff. Hein, ils étaient 8,6%, ils sont 8,3%, à penser qu'il peut encore y avoir une baisse. Hein, mais dès juillet, ça a évolué encore plus. Regardez, 30,8, 34,2, donc on a 4% de plus qui pensent que qu'on aura une baisse éventuelle, et ça on verra avec les stats à venir, suite à cette baisse d'inflation. Ça, c'est sorti ça suite à cette baisse d'inflation. Mais finalement, si on regarde, on est toujours dans la même tranche, hein, à peu près, on a quand même 76% du marché là qui pense qu'à la rigueur, on pourrait avoir une baisse de taux d'ici la rentrée prochaine et pas plus. Donc du coup, une baisse de taux que de 0,25, sachant qu'on sait que Powell, il a bien aimé commencer par une tranche à 0,50 d'entrée de jeu. Hein. Donc
Donc voilà, pour casser ce plafond-là de 21 500, il va nous falloir une news. On peut le tester, on peut venir tester comme ça, là, hein, tester la zone, mais après, il va nous falloir une news pour vraiment la casser et partir au-dessus et rester, vous voyez, se positionner au-dessus. Ce qui sera bon et ce qu'il faut se marquer, c'est que comme elle est dure à franchir, ben, qu'est-ce qui va se passer quand on va la franchir? Pour les élèves, s'il vous plaît. Un support. Voilà, ça va devenir un support. On va revenir s'appuyer dessus et là, on pourra y aller banco, on pourra envoyer du lourd. Et ceux qui sont fans des potentiels suivis ou surtout si on a envie de pouvoir valider un compte Eval, ce sera le point d'entrée idéal sur lequel il faudra mettre un trade, enfin mettre un ordre et laisser partir l'ordre pour pouvoir aller chercher du 50-75 points. Parce qu'une fois qu'on l'aura cassé, quand on va revenir s'appuyer dessus, c'est sûr qu'on aura cet effet rebond. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut envisager cette semaine? Pas grand-chose finalement, parce que lundi, mardi, il n'y a rien. C'est que des prises de parole par membres de la Fed. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, à part nous dire qu'ils sont... Pour moi, du moins, hein, quand on a un mec comme Dali qui est connu pour être très colombe, qui puisse se sortir du côté de son président de Fed, bon, ben, j'attends pas de grandes surprises de tous les discours qui doivent arriver, surtout que la plupart ne sont pas colombes, par contre, et donc ils vont aller dans le même sens que Powell. Ils vont plutôt nous dire que la Fed, il lui manque des infos, elle est toujours dans le brouillard pour pouvoir décider d'une baisse de taux, et que pour l'instant, elle a besoin de plus de chiffres, de hard data, hein, de chiffres concrets. Voilà. Donc, lundi, on peut revenir, on restera dans ce range. Là, moi, je trouve je veux dire, c'est assez évident. J'espère que vous le voyez aussi bien que moi. Ce range-là, 500, hein, on le voit bien. Et ici, allez, un point bas, même on est là à 375, quoi. Voilà, on a ce point bas à 375 et 500 en point haut, quoi. Voilà, ça, c'est le range. Chaque fois qu'on a essayé de sortir par en bas, boum, on a de suite rebondi. On a essayé de sortir par en bas, boum, on a de suite rebondi. Et par contre, chaque fois qu'on a essayé de sortir par en haut, ben, boum, on s'est de suite effondré. Boum, on s'est de suite effondré. Boum, on s'est de suite effondré. Donc, on va rester dedans comme ça. Il me semble qu'on peut rester dans ce range-là encore tout lundi, tout mardi, éventuellement même tout mercredi. Oui, tout mercredi, parce qu'il n'y a rien qui peut nous permettre de sortir du bois, en tout cas, sauf vraiment déclaration forte d'un membre de la Fed qui nous ferait sortir par en bas ou par en haut. Mais quel membre de la Fed peut peser plus que Powell? Personne. Donc, quand Powell il dit depuis des semaines, c'est le brouillard, je ne peux pas prendre de décision, quand les autres ils vont juste répéter ce qu'il dit, bon, ben, le marché, il n'a pas de raison de casser le point qu'il ne casse pas depuis tout à l'heure. Enfin, depuis plusieurs fois, quoi, je veux dire. Donc, il n'a pas non plus de raison de venir casser le point bas sur une déclaration comme ça. Parce que finalement, ben ouais, ok, en fait, ils sont alignés avec leur président. Bon, ben ok, génial, très bien. Hein, très bien. Donc, moi, si vraiment on devait potentiellement creuser un petit peu cette zone-là et arriver à la casser. Une zone, on voit bien, hein, qui était vraiment... Alors, attendez, je vais prendre plutôt ça, voilà, pour montrer. Regardez, cette zone qui était vraiment bloquante à la hausse, hein, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a cassée? Ben, la première fois, regardez, celle qui bloquait, elle était là, donc on est revenu tester celle-là. Et la deuxième qui bloquait, elle était là, donc on est revenu tester celle-là. Okay, donc c'est pour ça que si on casse 500, on reviendra tester 500. Et qu'est-ce qui se passera? Il y aura un sacré rebond comme on a eu là. Okay, donc, à la rigueur, s'il devait le casser par en bas, quelle zone, selon vous, va être la zone qui va le retenir? Clairement. 192. 192? Il n'y a pas une autre zone avant 192? Oui, 250. 250, pouvoir du chiffre. Et en plus de ça, regardez comme il a bien marché ici. Regardez. OK.
Donc là, le 250, regardez le nombre de fois où il a marché. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. OK, donc là, s'il revient, après avoir travaillé le 500, il rebondira. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il y a quasiment 0 risque. Hein. OK, donc, on peut se marquer à la rigueur en point bas si vraiment il devait, ce qui serait pas malsain en fait en soi, c'est pour ça que j'y pense, parce que ce serait pas malsain de dire on a tenté 1 fois, 2 fois, 3 fois 500, ben si on vient de titiller le 360, 350, la 375 un peu plus par bas, on peut revenir tester le 250 et là repartir fort vers le 500, vous voyez, en 2 jours en fait finalement, ok. Et surtout que en attendant quelque part jeudi, pour que jeudi on ait la bonne statistique qui nous amène à casser les 500. Ok. Voilà. Alors là, je suis plutôt sur du 15 minutes, donc on va faire l'inverse. Parfait. Donc voilà, donc là, à mon sens, on va avoir, voilà, potentiellement, vous voyez, là, on le voit encore mieux, je trouve, hop, on le voit encore mieux. Si on fait le 250, on aura là, pam, vous voyez, et c'est en 1 heure, là, le laps de temps est plus large, donc on le voit bien ici, vous voyez, 1 fois, 2 fois, là, 3 fois, hop, on est reparti, regardez comme on est reparti fort directement vers le 500, là, justement. Donc là, si on arrivait à revenir travailler dessus, si on le touchait, je pense qu'on réattaquerait le 500, du moins sur une bonne stat du jeudi, bien sûr. Hein. Et pareil, mais bon, j'y crois pas. Voilà, je crois pas qu'on revienne à 250 lundi, mardi, mercredi. Quoi. Mais je me le marque. Voilà, ça serait le point bas idéal. Donc, pour moi, premier point bas, on va dire lundi, mardi. Donc, lundi, mardi, mercredi, on a dit gros range. Hein, gros range, absolument rien à se mettre sous la dent, absolument aucune raison pour moi, ni de casser par le haut, ni de casser par le bas. Donc 21 en point bas, premier point bas de rebond hein, potentiel, ça va être 21 375, ok. Encore mieux 21 300. Hein, le 300, voire même 19,75, parce que le 50 ne fonctionne pas. Là, 21 350, ne le prenez pas, il ne fonctionne pas. Ça fait plusieurs fois qu'il ne fonctionne pas. Donc, ne le prenez pas. Donc, là, on peut se mettre ça. Et en haut, dès qu'on va s'approcher de 500, il ne faut plus toucher. En fait, dès qu'on est au-dessus de 469, on ne touche plus. Parce que là, on voit bien, vous voyez, que dès déjà, il a du mal. Hein, dès qu'il se rapproche de 475, regardez. Et quand on le montre là, on voit bien que là, dès qu'il s'approche de 475, vous voyez, celle-là, là, hop, regardez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pareil. D'accord. Donc là, dès qu'il se rapproche de 475, il ne faut plus toucher, il faut rester à distance, voire même dès qu'il casse 450. Quoi. Donc, point haut, arrêtez de travailler la hausse à partir de 21 450, 21 475, car le 500, 21 500, reflux fort. Et hop, parfait. Et donc en point bas, je vais rajouter aussi, donc premier point bas de rebond 21 375, ne pas acheter 21 350, ça je me le marque avec les points d'exclamation, et je vais mettre deuxième point 5 étoiles, là, l'entrée 5 étoiles, 21 250. Voilà, ok. Ça, c'est s'il y vient lundi, mardi, mercredi, c'est sûr qu'il repartira fort vers le haut, parce que il ne pourra pas le casser. Et jeudi, selon le PMI, on casse 21 500 ou on casse 21 300. Voilà, 21 375 du coup, pour aller à 21 250.
Okay. Et mon 21 250, je le garde en point de rebond, parce que ce sera un super point de rebond, je pense, même si le PMI sort pas très bon, parce qu'il rebondira peut-être de 50, 75 points. Après, il reviendra travailler le 250, mais il rebondira. Okay. Et vendredi, si on a cassé 21, donc si jeudi, on a cassé 21 500, on revient s'appuyer dessus. Et là, c'est mon 5 étoiles. C'est ma meilleure entrée. Hein. Et si on a cassé, donc du coup, 21 375, ma meilleure entrée, c'est 21 250. Voilà. Et si vraiment on devait casser le 250, là c'est plus compliqué, ça peut être plus vertigineux, c'est pour ça aussi que j'y crois pas, ce serait vraiment le 21 000 là en bas, hein, on le voit bien, c'est pour ça que j'y crois pas qu'il puisse faire un tel retracement juste avec un PMI, parce que c'est que un PMI, hein, c'est pas de la hard data le PMI, hein, c'est le PMI, c'est un sondage sur les chefs d'entreprise, donc c'est-à-dire qu'on donne un sondage aux chefs d'entreprise et eux, ils répondent à des questions. Est-ce qu'ils sont pessimistes? Est-ce qu'ils sont optimistes? S'il est au-dessus de 50, c'est qu'ils sont plutôt optimistes. S'il est en dessous de 50, c'est qu'ils sont plutôt pessimistes. Donc, du coup, est-ce que vraiment juste un sondage qui peut avoir, vous voyez, un peu des interprétations un peu plus aléatoires qu'une statistique vraiment sur l'inflation ou sur le PIB ou autre, bon, ça ne pourra pas, selon moi, vraiment casser le point bas, quoi. Donc, à la rigueur, 21 200, pourquoi pas en test, mais pas le casser pour aller à 21 000 points, ça me semblerait dur. Voilà. Mais ce serait 21 000 points là, le point par contre vraiment tip top pour rebondir. J'y crois pas. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, si on casse 21 250, on ira de toute façon à 21 000, ça c'est quasi sûr. Voilà. Ok. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je regardais le graphique plutôt vers le haut que vers le bas, honnêtement, parce que je ne vois pas comment, dans ce qu'on peut lire, dans ce qu'on peut comprendre, dans ce qu'on a vu en termes de PMI, les derniers PMI publiés sont plutôt pas mauvais. Hein. Souvenez-vous, ça avait été une bonne surprise. Donc, pour moi, on doit rester dans ce range, voilà, lundi, mardi, mercredi. À la rigueur, faire une petite tentative de percée par ici, une petite tentative de percée par là. Vous voyez, le plus haut, c'était 529. 529. Donc, on peut tester la tentative de percée au-dessus de 500 pour toucher 529 ou 535, 40 et revenir directement dans le range. Pareillement, là en bas, vous voyez, le plus bas, c'est plutôt 320. On peut tester une cassure de 3,75, revenir titiller le 3,20, peut-être le 300 et revenir directement dans le range et rester sur ce bloc jusqu'à jeudi. Et que jeudi, la publication nous permette de casser, de faire 200 points, en fait, que ce soit 200 points à la hausse ou 200 points à la baisse. Mais je pense que le PMI va plutôt nous amener à la hausse qu'à la baisse. Donc, du coup, là, on devrait le franchir. Et vendredi, mon scénario le plus propice, ce serait qu'on revienne prendre appui vendredi et là, qu'on rebondisse et qu'on recrée une zone de range, vous voyez, plutôt entre 700 et 21 500 et 21 500, quoi. Voilà. Ou qu'on finisse la semaine même au-dessus de 21 500, peut-être vers 21 550. Vous voyez, pas très loin de 21 500, mais juste au-dessus. Voilà, pour se dire que elle est validée, cette zone. Et après, là, le PCE la semaine prochaine, là, lui, il va nous secouer le cocotier dru, quoi. Voilà. Lui, il va nous dire un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Ok. Mais c'est une semaine quand même un peu bâtarde, dangereuse. Ah, aujourd'hui, c'est une semaine bâtarde. Là, la semaine qui arrive, pardon, c'est une semaine bâtarde, hein, parce qu'il n'y a rien qui va nous... Ça ne va pas être directionnel. Dès qu'on va toucher une zone, on va revenir. On va toucher le point bas, on va revenir. Et si toi, tu te dis, allez, là, c'est les portes de saloon, tu peux vite les prendre. Hein.
Voilà, Okay, si tu te dis, mais comme il monte, c'est la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, ça y est, il va casser, tu rentres, mais il ne cassera pas. Et là, si tu rentres là, il baisse, je vais vendre, et il revient. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il va faire que ça, il va faire comme ça, il ne va pas bouger. Donc, voilà. Ça marche. Déjà, normalement, vous ne vendez pas. Donc déjà, la porte de saloon, vous ne devez pas la prendre. Parce Oui. que comme je vous déconseille de vendre, vous pouvez la prendre que quand elle monte. Hein. Non, je ne vends plus. Voilà. Bizarrement, les résultats s'en font sentir. Lucas, donc j'ai cru comprendre que l'économie chinoise a fait exprès de faire baisser la valeur de sa monnaie pour finalement contrer les 30%. Alors, ce que tu as compris, oui, c'est pas vraiment l'économie chinoise qui a baissé la valeur de sa monnaie pour contrer les taxes, c'est pour contrer les taxes que eux ils appliquent aux États-Unis, parce que les États-Unis eux aussi ont fait baisser le dollar, même si là il s'est bien renforcé, et tant mieux. C'est si tu veux, le jeu monétaire pourra compenser une partie des taxes effectivement, mais ça reste un peu plus délicat, parce que pour l'instant, on ne peut pas savoir le taux qui vraiment peut avoir des dégâts sur l'économie. Donc, il faut qu'on reste voir. Ce que tu as dû lire surtout, c'est que l'économie chinoise détient beaucoup de dettes américaines, et que, si tu veux, ils tiennent les Américains un petit peu par les couilles avec cette dette, parce que s'ils arrêtent de leur acheter de la dette, les taux vont flamber, et que si les taux flambent, par contre, le projet Trump tombe à l'eau et ne peut plus avoir lieu, parce que le projet Trump dépend de taux bas. Et c'est pour ça qu'il met la pression énormément à Powell pour baisser les taux. Parce que si les taux baissent et que lui monte un peu les prix, c'est pas grave, parce que du coup, comme les gens auront plus de capacité d'endettement, ils pourront compenser l'inflation. En gros, pour faire simple, c'est le schéma qu'il espère. Voilà. Mais je ne m'étarde pas trop, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup travaillé la semaine dernière, et on aura beaucoup d'occasions de le retravailler. Donc là t'inquiète pas, on aura des occasions d'en reparler. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, merci beaucoup. Donc, je t'invite, Lucas, à regarder le travail des cartes de la semaine dernière, et aussi, il me semble que c'était le travail des cartes c'est quand qu'on a fait un travail des cartes où justement on a parlé un peu de la création de monnaie, des taux à 10 ans. Il y a 3 semaines au moins, non? Ouais, peut-être c'était. Il y avait Cécile qui posait la question. C'est pas toi? C'est pas celui où Cécile a posé des questions. Ouais. Donc ça fait au moins 3 semaines, non? Ouais, je pense que c'était vers le 20 avril, sûrement. Ouais. Je pense. Je crois que c'est ça, quand il y avait Cécile, tu as raison. Il me semble. Tiens, le 20 avril, là je viens de regarder. Regardez, le 20 avril, on parlait de Tesla. Regardez, Tesla. Patientez, s'il vous plaît. Patientez, on patiente. Le 20 avril, on disait d'acheter Tesla à 225. Vous voyez, fantastique quand même. On est pas mal. D'ailleurs, j'ai un copain qui l'a fait, il a pris 30%. Voilà. Écoutez, merci à tous, du coup, s'il n'y a pas plus de questions. Et puis, à demain pour, j'espère, une aussi belle semaine. Continuer sur notre belle lancée. Ah, et ce truc de mardi, là, tu ne le dis pas ou Ah oui, du coup, effectivement. Donc, pour tous les membres du club, je fais faire une permanence à Cantis tous les mardis, à partir du mardi, 27. Le jeudi 22, on va avoir normalement aussi une soirée d'initiation, si vous voulez inviter des amis, ou si vous voulez leur faire découvrir le monde du trading comme on fait l'initiation. On va faire une soirée le jeudi 22 déjà à Cantis, à partir de 18h. Si vous voulez venir, on fera une répétition générale de la méthode, et que je ferai aussi en live le jeudi 22 à 18h. Et
Ensuite, on enchaînera avec une initiation pour le jeudi 22. Je ne sais pas si je serai en live, à voir, ça dépend s'il y a des intéressés en live. Et le 27, on fera donc à partir du 27, tous les mardis, je ferai une permanence directement depuis Cantis. Donc vous pouvez venir, pour ceux qui sont de Perpignan, passer. On peut prendre le temps de regarder des techniques différentes, si vous voulez trader à des heures différentes que le live, échanger, faire un suivi aussi, faire le rendez-vous de suivi pour qu'on puisse après travailler mieux sur la psychologie en trading, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour prendre le rendez-vous, comme je serai là-bas, tant qu'à faire, que ce soit en live ou que ce soit en visio ou que ce soit en présentiel, qu'on se cale un créneau de rendez-vous. Voilà, donc je vous encourage à venir à partir du mardi 27, ce sera tous les mardis, et donc on peut se caler un rendez-vous. Notamment, j'aimerais bien par exemple qu'on puisse se caler avec Henri. S'il est là, je ne sais pas si c'est Cécile ou Henri qui est là, mais ce serait bien qu'on puisse se caler pour faire le suivi. Donc si tu es là le 27, si tu es dispo, qu'on puisse se caler ça. Ça marche. Voilà, après, et qu'on travaille, donc voilà, dans le suivi, aussi, ce sera le moment où je peux analyser et voir si, en plus de la méthode 25, on peut commencer à travailler un petit peu les autres méthodes aussi, parce qu'il y en a plein des méthodes, même si pour moi, tout part de la méthode 25, c'est pour ça que c'est celle qu'on travaille le plus et qu'on met en place dès le départ. Et donc, du coup, pour finir, on arrive sur le webinaire. Il y a un webinaire enregistré de la méthode 25 que je partage. Et ça y est, maintenant, c'est accessible à chaque membre du club pour que vous puissiez le faire quand vous voulez et autant de fois que vous voulez. Donc, comme je galérais avec la vidéo privée YouTube, là, c'était chiant. Donc là, maintenant, ça y est, j'ai réussi à faire ça. Et normalement, elle est assez claire, explicite. Et vous pouvez, depuis le replay, en fait, au moment que vous voulez, poser une question comme si c'était du live. Et moi, en fait, je reçois un mail et je peux répondre à la question. Et tout le monde voit la question que vous avez posée et peut bénéficier de la réponse. Donc, ce qui est cool, n'hésitez pas à poser les questions. Surtout, ne m'écrivez pas en privé pour poser les questions. Parce que si tout le monde me pose 10 fois la même question, autant qu'il y en ait un qui la pose en public et que tout le monde puisse lire la réponse, c'est beaucoup plus efficace. Ok, voilà. Donc, et une vidéo qui pour moi est à consommer sans modération, parce que vraiment, il faut que vous puissiez le maîtriser et le connaître par cœur. C'est le b.a.-ba de toutes les autres méthodes derrière. Voilà, Nico pourra vous le dire, puisque on a eu la chance de pouvoir travailler un petit peu vendredi matin et on s'est bien rendu compte, sans le choisir, en prenant n'importe quel instant au pif dans le graphique, que c'était tout le temps très proche de la méthode 25 au moment où on appliquait d'autres méthodes. Donc voilà, ok. Merci à tous du coup et à bientôt. Merci à demain. On se calme ça, Henri, du coup. Bisous, bonne soirée. 27. Bisous. Ciao. Bisous.